s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Coucou, bonjour tout le monde, mesdames et messieurs, et bienvenue sur le plateau de Ça s'explique. Voilà, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans notre studio pour un Ça s'explique consacré cette fois à la mer. Bonjour Gladys. Bien, je vois que tu es déjà dans le bain, si je puis dire. Eh oui, bonjour Cosas, bonjour tout le monde. Mais cette fois, c'est en mer que nous allons partir avec toi Gladys. J'espère que tu as le pied marin. Évidemment que j'adore les bateaux, mais explique-moi plutôt ce que tu attends de moi. Très bien Gladys, je veux que tu nous parles du Gabon, mais cette fois côté mer. Parce que tu sais, notre pays est connu partout pour sa forêt. Et très peu de personnes savent que notre territoire maritime est aussi large que notre territoire terrestre. Plus de 850 km de côte quand même. Savez-vous qu'avec nos eaux territoriales, nous doublons quasiment la surface de notre pays pour atteindre plus de 450 000 km²? Ah ça, près de 200 000 km² à contrôler. Énorme, hein? C'est ce qui pose d'ailleurs problème, Gladys. Nos ressources halieutiques, c'est-à-dire nos réserves en poissons, sont menacées d'épuisement par une perche abusive. Et d'ailleurs, très souvent, illégale malheureusement. C'est un secret de polichinelle, Cosas. Nous savons par exemple que nos eaux regorgent de thon et n'en voyons jamais la couleur. Ce qui veut dire qu'on pêche de façon intensive dans nos eaux. Mais ce qui remonte dans les filets nous échappe complètement, quoi. Sans compter que certaines de nos ressources se concentrent dans des zones fragiles et exposées. Et si on ne les protège pas... Ce ne sera pas seulement les thons qu'on ne verra plus, mais tous les poissons qu'on aime tant manger. Donc il y a urgence. Alors, qu'est-ce qui est fait pour s'attaquer à ces problèmes, à part tirer sur la sonnette d'alarme? On met en place le projet Gabon Bleu, Gladys. Gabon Bleu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le projet Gabon Bleu va nous permettre de protéger et valoriser nos ressources halieutiques pour qu'elles profitent le plus possible au Gabon, que ce soit en termes de revenus, en termes d'emploi ou encore en termes du prix du poisson sur le marché. Et sur le sujet, M. Koumba Kombila saura très bien nous en parler. Nous partirons avec toi, Gladys, en mission à Libye, au nord de Libreville, pour voir concrètement comment le projet a déjà commencé à être mis en place. Et on fera ensuite un petit tour dans les grandes eaux, à plus de 1800 mètres de profondeur, pour voir qu'il y a aussi de la vie là en dessous. Vous verrez comme c'est étonnant. Ce qui nous amènera à prendre conscience qu'il est vraiment important de protéger à la fois nos ressources et notre territoire maritime. Parce qu'on s'en doute, si on ne le fait pas, d'autres personnes mal intentionnées s'en chargeront. Et je fais ici allusion au phénomène de la piraterie. À cet effet, nous suivrons Gladys dans une mission commando menée dans le parc national d'Akanda. Gladys, tu penses quoi de mon sommaire? J'aurais pas fait mieux. Allez, c'est parti. En attendant que Gladys retrouve M. Koumba Kombila, je vous propose de prendre quelques minutes pour entrer dans le vif du sujet, le Gabon bleu. Le Gabon vert, vous savez, cette prise de conscience de l'importance qu'il y a de protéger notre environnement et toutes nos ressources naturelles pour développer de façon durable notre pays et en harmonie avec les populations aussi. Cette notion, vous la connaissez, on en entend parler depuis un moment maintenant. On en voit même les effets sur le terrain avec l'Agence nationale des parcs nationaux. Bien, avec le Gabon bleu, c'est la même chose. Le même esprit, la même philosophie, mais du côté mer. Gladys, es-tu arrivé à bon port? Je pars de Libreville en passant par la mangrove de la rivière Ntini pour rejoindre l'île de Nendé. Parfaitement, Cosas. Je suis au cœur du parc national d'Akanda, aux côtés de M. Koumba Kombila. Bonjour, M. Kombila. Bonjour, Gladys. Alors, et si vous nous parlez du projet Gabon Bleu? C'est la fusion des idéaux de conservation et d'une forte volonté politique de s'approprier le territoire maritime gabonais. Ce qui est important, c'est qu'on puisse trouver de la ressource en abondance, qu'on puisse la transformer sur le territoire gabonais afin de pouvoir créer de la valeur ajoutée
et créer des achats et qu'on puisse avoir ces protéines alimentaires de qualité à disposition des populations. On se rend compte qu'on n'est plus au niveau du projet puisqu'on voit les premières réalisations. En effet, au Gabon, aujourd'hui, l'avènement du projet Gabon Bleu a permis de réunir tous les acteurs, de renforcer l'action de l'État en mer et de permettre une meilleure gestion. Nous assistions à un déclin de la ressource. Clairement, les rapports techniques le montraient, c'est-à-dire qu'il y avait moins de captures, moins de poissons, mais plus de pêcheurs. Pourquoi? Parce que nos frères des pays voisins, n'ayant plus de poissons chez eux, viennent pêcher ici. Pour qu'il y ait une ressource abondante dans un pays, il faut toujours qu'il y ait des espaces de conservation où on ne pêche pas, type les zones autour des plateformes pétrolières ou les parcs nationaux, comme le parc d'Akanda où nous sommes aujourd'hui, pour qu'il y ait une pêche abondante. On vient de l'entendre dans cette interview, il était plus que temps de s'occuper de notre secteur pêche, de s'en occuper différemment, avec plus de rigueur, mais aussi avec une meilleure compréhension de l'importance de la rentabilité pour tout le monde, avec de telles réserves en poissons. Parce que nos ressources halieutiques sont de plus en plus convoitées par tous les pays. Vous savez pourquoi? Parce que ces pays n'ont pas su protéger leurs ressources. Et aujourd'hui, ils sont contraints d'aller chercher ailleurs ce qu'ils ne peuvent plus trouver chez eux. Tenez par exemple, en décembre 2012, 4 chalutiers sans licence, bâtons pavillons togolais et camerounais, ont été arraisonnés au large de Port-Gentil dans des zones pétrolières interdites, les cales chargées de poissons pêchés. Gladys, tu imagines les dégâts que cela aurait causé si un de ces chalutiers qui, au passage, racle les fonds marins pour sortir un maximum de poissons, avait percé un des pailles pétroliers qui traversent nos eaux? C'était marée noire pour tout le monde, malheureusement. C'est exact, Gladys. Et avec les conséquences qu'on connaît, comme des dépenses colossales qu'il faut engager dans ces cas-là pour nettoyer les plages, en plus des milliers de poissons morts. Il fallait donc que des mesures fortes et concrètes soient prises pour faire respecter notre territoire maritime. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et pour ce faire, il faut forcément savoir qui fait quoi tout le long de nos 850 km de côte. Voilà pourquoi des missions de surveillance aérienne sont organisées par l'équipe Gabon Bleu. But de la mission, repérer toute forme de pêche illégale qui se font dans nos eaux. C'est bon pour cette première étape, Kozas? Je te suis. On passe alors à l'étape 2. Le repérage aérien permet une identification claire de la menace qui plane sur notre territoire maritime. Le nombre de barques qui pêchent en toute illégalité, leur localisation et précision de leur zone, le type de poisson pêché. Il sort forcément de cette étape 2 un passage à l'action. Ça coule de source, une mission commando qui implique en général la marine marchande, la marine nationale, la gendarmerie nationale et la documentation, car la plupart de ces pêcheurs sont en situation illégale. Et cette fois-ci, j'en fais partie. Alors, vous êtes le conservateur du parc Akanda. Dites-nous, ici, nous sommes où exactement? C'est un campement de pêche dans lequel il y a certaines communautés. Et donc, nous sommes venus pour pouvoir les sensibiliser et pour pouvoir leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à respecter la réglementation en République gabonaise. Ici, et nous avons un ensemble de petits cours d'eau qui sortent de l'intérieur du pays et qui se jettent à la mer. Et donc la pêche est interdite. Or, cette pêche qu'ils pratiquent, c'est une pêche commerciale, donc illicite au niveau des embouchures. Alors, monsieur le conservateur, c'est quand même des menus fretins, hein? Il n'y a pas une taille autorisée pour pêcher? On peut déjà penser que cette corbeille est hors la loi parce que le filet utilisé pour le saisir est hors norme. Et preuve mathématique, c'est tout simplement la taille du poisson. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Ça s'explique. Voilà à ce qui arrive désormais quand on s'aventure à pêcher dans nos eaux en toute illégalité. Maintenant, je file dans le parc national de Pongara, où l'équipe de l'ANPN effectue des contrôles fréquents pour protéger la zone. Alors Philippe, on se rend
rend compte que ce bateau a attiré votre attention et comment il est depuis? On voulait vérifier s'il était dans les limites du parc ou pas, parce que nous sommes à quelques kilomètres du parc. Et donc c'est un contrôle de routine, mais malheureusement ce que nous avons pu voir, c'est qu'il traîne une poubelle à l'arrière du bateau. Et quel est l'impact? Il y a forcément un impact négatif. Bon, il y a si on prend exemple le cas des tortues marines, les tortues marines confondent souvent les sachets avec les méduses et donc elles meurent d'une occlusion intestinale. Donc nous on va prélever le numéro du bateau, faire des photos de l'arrière du bateau avec la poubelle et on va envoyer ça au ministère de la Pêche. Ils sont en pleine infraction. Ils sont en pleine infraction dans le parc national. Vous avez pêché où? Ok, vous savez que c'est le parc national de Pongara. On vous a sensibilisé depuis. Vous savez que vous êtes dans le parc, donc vous savez que vous êtes en infraction. Et quand on a une infraction, c'est la loi qui passe. Quel est le document essentiel vraiment? Mais il faut être gabonais, avoir les papiers de gabonais. Le bateau doit avoir une immatriculation gabonaise. Ne peut pêcher dans le parc que les populations qui y habitent pour les besoins de subsistance, comme le prévoit le droit d'usage coutumier. Une fois saisi, qu'est-ce qui va être fait? Un procès verbal que les agents vont dresser et le produit est envoyé dans les orphelinats. Monte dans le bateau. On va aller ensemble. Merci Gladys de nous avoir fait partager ce genre d'opération. On le sait, nos eaux sont pleines de poissons. Question, qui peuple nos fonds marins? Combien sont-ils et où vivent-ils exactement? Une mission d'évaluation des fonds marins, c'est-à-dire en quelque sorte un recensement a justement été organisé dans nos eaux en octobre 2012. Et il en est ressorti qu'une incroyable vie sous-marine s'organise à plus de 1800 mètres de profondeur. Regardez, ça se passe juste en dessous. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Mais à 1800 mètres de profondeur, les poissons et autres organismes vivants sont des espèces inconnues de nos pêcheurs. Seuls les spécialistes sont capables de les identifier, ce qui montre la diversité. Parce qu'aucune présence humaine ne vient les perturber, leur vie s'organise en toute harmonie dans un milieu naturellement riche en plancton et en oxygène. Ce grand bleu fait aussi partie de nos ressources et il faut le protéger. Non seulement c'est beau, mais c'est émouvant de voir de si belles images. Tout à fait, cher décodeur, ça nous fait prendre conscience que la protection de toutes ces espèces et de l'écosystème relève de notre responsabilité. Et pas seulement parce que le poisson fait partie de nos habitudes alimentaires. Cela n'a pas de sens d'importer du poisson d'ailleurs et de payer en plus une fortune alors qu'on en a chez nous et qu'on pourrait l'acheter moins cher. Quand même, il faut qu'on profite de nos ressources. Tiens, Kozas, sais-tu que dans la zone du Cap Exterias, dans le nord de Libreville, la centaine de petites embarcations artisanales est repoussée dans des nurseries de poissons parce que les gros porteurs, eux, pêchent en zone illégale? Ce qui veut dire qu'il ne reste aux pêcheurs gabonais que de petites prises, ce qui nuit à la conservation de nos ressources. Justement, à ce propos, je suis en contact avec un pêcheur du Cap Exterias. Monsieur Ikaka, les problèmes énoncés par Gladys tout à l'heure sont vraiment votre quotidien? On constate que vraiment ça ne donne plus comme avant parce qu'actuellement il y a trop de pêcheurs. On va loin, on dépense beaucoup et des fois on ne trouve plus les poissons comme avant à cause des chalutiers. Cette pirogue, c'est une pirogue que je loue. Et quand je vois la fin du mois par rapport à mes dépenses, je n'arrive pas à m'en sortir. Merci, monsieur Ikaka. Mais des actions se mettent aujourd'hui en place. Et monsieur Hubert Ella Ekouga travaille à ce que les choses changent. Monsieur Hubert Ella Ekouga, vous confirmez ce que Gladys disait tout à l'heure, à savoir la pêche de gros bâtiments est nuisible pour nos ressources? Aujourd'hui, nous faisons affaire à des pêcheurs qui, dans le temps, prenaient 5 à 600 kilos par mois. Et aujourd'hui, ils ne font que 200 à 300 kilos par mois. Les chalutiers pêchent par horaire de 3 heures. C'est un filet de 5 à 600 mètres, voire plus, qui racle tout sur le fond marin. Donc, il va ramasser, que ce soit les crustacés, les poissons, les alevins. Et ils vont en garder qu'une faible partie, environ 25% de ce poisson conservé. Le reste est jeté à la mer. Donc, en résumé, M. Ekouga, les gros bateaux ramènent de grosses pêches et il n'y a plus rien pour les petits. Sans compter qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'ils pêchent dans les mêmes zones. Donc, dans la même zone, on va avoir et les chalutiers, et les pêcheurs artisanaux, et les pêcheurs ouest-africains.
qui viennent, eux, avec leur filet de 1 ou 2 km. Quelles sont les actions que vous menez au quotidien pour changer cette situation? Nous, sur le terrain, avec les pêcheurs artisanaux, nous équipons leurs pirogues de traceurs pour qu'ils nous montrent leur zone de pêche. Nous faisons également des relevés de données sur les types des espèces, la taille, la quantité. Et en sauvegardant l'activité de pêche artisanale, on sauvegarde également la biodiversité. Merci, M. Elaye Koga. Voilà un témoignage qui me rend vraiment mal à l'aise, Kozas. Contrairement à ce que l'on peut croire, toutes ces difficultés font l'objet d'une grande attention de la part de l'équipe du Gabon Bleu, qui essaie de trouver des solutions grâce aux observateurs. Et ça, c'est quelle machine encore, cher décodeur? Ce n'est pas une machine Gladys. La Direction générale de la pêche envoie en mission d'observation sur des gros bateaux de pêche des techniciens pour voir dans quelle mesure il est possible de changer de façon de pêcher pour que l'activité devienne rentable pour tout le monde. Mais alors, qui s'occupe de ça? Des compatriotes qui passent un mois complet à bord. La pêche illégale n'est rentable pour personne. C'est la raison pour laquelle la restructuration des permis de pêche a redonné une bouffée d'air au secteur, puisque le prix d'achat de la licence a été réajusté. Savez-vous combien s'achète une licence de pêche aujourd'hui? Ça peut aller 10 fois plus qu'avant. Alors, vous imaginez si on se met à calculer le manque à gagner des années précédentes, ça s'élève à plusieurs centaines de milliards de francs CFA au vu du nombre de licences qui étaient accordées. Mais rejoignons tout de suite Gladys au port de Vendo. Je suis au port de Vendo, comme tu peux le voir, pour comprendre ce qui est fait par la direction de la pêche pour lutter contre la pêche illégale et la protection de nos ressources. Allez, c'est parti. Bonjour Madame Pulcherie. Bonjour. Et si vous nous donnez, ou du moins vous nous dites le but de votre mission? Avant, les déclarations que nous avions à l'administration de pêche étaient uniquement les déclarations de l'armateur de pêche. C'est-à-dire que lui, il vient et il nous dit « Mon bateau tel a débarqué tel jour et il avait à bord 7 tonnes ». Avec le programme des observateurs, on a la possibilité de connaître le mouvement des navires et on a la possibilité de confirmer et d'améliorer les données de capture. Donc lui, il va nous dire s'il y a eu transbordement ou pas. Avec la balise, normalement, nous, on trace le bateau. Mais quand la balise est en panne, s'il n'y a pas d'observateur à bord, entre le moment où c'est constaté et le moment où le bateau doit revenir, beaucoup de choses peuvent se passer. Allez, pour en savoir un peu plus, je vais rencontrer l'observatrice sur le bateau. C'est parti. Bonjour Madame Gracienne. Bonjour. Vous avez fait un mois à bord de ce bateau en tant qu'observatrice. Quel était le but de votre mission? À l'intérieur de la cabine du capitaine, voilà, il y a un sonar. Lorsqu'il a détecté le banc de poissons, on stoppe l'engin. Et moi, mon travail consistait à prendre à travers le GPS les coordonnées de l'endroit où le filet était mis à l'eau. Et je faisais un rapport journalier. Voilà pourquoi il est important de sécuriser la zone maritime pour ne pas laisser la piraterie s'y installer. Quoi? Des pirates chez nous? J'ai besoin de comprendre. Il faut que tu m'expliques ça. Battez-la, toi. C'est la même chose que pour les parcs. Nos eaux territoriales doivent rester des zones protégées et débarrassées des pirates qui font leur trafic. Parce que sinon, pas de sécurité pour les populations voisines, pour la province tout entière et par extension, tout le pays. Parce qu'il y a aussi des braconniers en mer. Oui, malheureusement. Et si tu suis l'actualité, tu dois savoir qu'en Afrique de l'Est, ils sont régulièrement confrontés à ce problème de piraterie. Enlèvement, prise d'otages, menaces sur des infrastructures pétrolières, demande de rançon, chantage. Les pirates terrorisent littéralement la zone. Rassure-moi, on n'en est pas encore arrivé là. Non, justement. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Laisse-moi t'expliquer comment la sous-région s'organise pour éviter ce genre de catastrophe. Ça sent le cours d'histoire, Joseph. Je t'écoute. Alors Gladys, le golfe de Guinée est décrit comme une zone maritime située à l'ouest de l'Afrique, dont les eaux s'étendent sur 6000 km, partant du cap Las Palmas en Angola. Cette zone recouvre au total 10 pays, dont 4 de l'Afrique de l'Ouest et 6 autres d'Afrique centrale. Mais sur le plan institutionnel, c'est ce groupe de pays d'Afrique centrale qui constitue le golfe de Guinée. Tu me suis? Jusque-là, oui. Alors, ces 8 pays forment la commission du golfe de Guinée, dont la principale mission est d'asseoir un partenariat non seulement dans le domaine d'exploitation des ressources naturelles, mais également dans le domaine de la sécurité et de la défense. Récemment, Kozas, il y a un sommet qui a été organisé au Cameroun à ce sujet, n'est-ce pas? En effet, il y a eu cette rencontre à Yaoundé en juin dernier, qui a d'ailleurs été organisée sur les thèmes de la piraterie maritime, vol à mer, en mer, trafic de drogue dans le golfe de Guinée. Et le Gabon y a pris part. La question de l'immigration clandestine par voie maritime a d'ailleurs été abordée.
Tiens, je me souviens d'ailleurs de ce naufrage enregistré dans les eaux de la Loé en juin aussi, mais également de ce drame qui s'est passé récemment en mars dernier dans le large de Libreville, près du Cap Extérias. Des personnes y avaient perdu la vie. Raison pour laquelle il est temps là aussi d'agir. Ok, je retourne sur le terrain en mission commando. Allez. Je me suis faufilée cette nuit dans l'équipe qui mène la mission de contrôle dans le parc d'Akanda. Je vous y emmène. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Désolée d'interrompre votre réunion. Alors, Monsieur Clément, vous êtes le chef d'équipe de cette mission cette nuit. Vous pouvez nous dire ce qui est au programme? C'est une mission de surveillance de routine, puisque nous avons effectivement quotidiennement mené ce genre d'activité, histoire de pouvoir mettre la main sur certains pêcheurs qui pêchent illégalement dans la zone proscrite. Qui prend part à cette mission cette nuit? Nous aurons effectivement non seulement les éléments du parc national d'Akanda, mais aussi de la gendarmerie nationale qui nous appuie pour des mesures de sécurité et brigade de pêche. J'entends parler de gendarmes. Est-ce que ça veut dire que c'est dangereux? Aujourd'hui, nous avions quand même pu apaiser un certain nombre de situations. La présence de la gendarmerie a fait en sorte que les pêcheurs illégaux puissent au moins prendre conscience de l'activité illégale qu'ils menaient. Alors, c'est quand vous voulez, hein, Monsieur Clément. Pas de problème. Équipe, bien sûr. Et bienvenue à Akanda. Merci. Oui, mais je vous demande de tomber là. Tirez votre pirogue vers nous. Monsieur Clément, vous pouvez nous dire ce qui se passe? Là, nous venons d'appréhender une pirogue qui, clandestinement, est passée sans s'arrêter au poste de police. Depuis 2 mois, la direction du parc national d'Akanda a pris cette décision de pouvoir arrêter toute navigation de nuit. Dans ce genre de situation, Monsieur Clément, qu'est-ce qui vous arrive de trouver dans ces embarcations? Puisqu'il y a une caisse à bord, nous allons voir si c'est du poisson ou s'il y a autre chose. Vu que nous avions saisi une bonne cargaison de crevettes dimanche, nous pensons que ces derniers ont peut-être de la crevette à bord. Franchement, pour cette mission de surveillance, il y a toujours des bateaux à contrôler. Et pour toute l'équipe d'Akanda, c'est un succès. Je pense que le moment est bien choisi pour faire une petite pause et revoir ensemble tout ce qui a été vu et expliqué sur le projet Gambon Bleu. Alors, qu'est-ce que le projet Gambon Bleu a mis en place de façon concrète pour lutter contre le pillage des ressources halieutiques nationales, réorganiser notre secteur pêche pour mieux en profiter et sécuriser la zone maritime? C'est donc à ces 3 points que nous avons tenté de répondre tout au long de cette émission. La première, le développement d'un véritable partenariat dans l'administration. La deuxième, l'intensification des missions de surveillance. Et la troisième, l'organisation d'opérations commando. Parallèlement à tout cela, la Direction générale de la pêche a subi une profonde réforme qui a déclenché la réactivation des systèmes de surveillance, la révision des licences de pêche ainsi que le lancement d'un audit de nos ressources et des techniques de pêche utilisées. Alors, on peut dire que ça s'est fait. Une vaste réforme de la Direction générale de la pêche a été organisée. On s'en souvient, vu qu'on ne trouvait plus de poissons nulle part. Mais c'était un mal nécessaire, puisque ça a permis de remobiliser les troupes, de remettre en marche le système de surveillance VMS et d'activer une cellule de surveillance avec des navettes prêtes à démarrer au besoin. Vraiment, il n'y a pas le trou dans le filet COSAS avec ce système. J'ai entendu dire que certains bateaux éteignaient leur système VMS pendant qu'ils pêchaient et le rallumaient quand ils repartaient, les caisses pleines de poissons. Voilà pourquoi l'équipe du projet Gambon Bleu réfléchit à mettre en place un partenariat avec l'AGEOS pour suivre par satellite ceux qui penseraient pouvoir passer entre les mailles du filet. Alors, le bilan des courses? Comme bilan, une restructuration qui permet aux autorités de récupérer plusieurs dizaines de milliards de francs CFA et confirmer que le secteur de la pêche est rentable. Parallèlement à cela, des missions de surveillance sont organisées ainsi que des opérations d'arraisonnement de bateaux venus pêcher chez nous dans la plus stricte illégalité. Ce qui permet non seulement de préserver nos ressources, mais également de sécuriser la zone et par-delà notre territoire. Ah, COSAS, après ces quelques heures de péripéties, j'ai bien mérité un repos, non? Et comme tu peux le constater, la météo nous joue des tours.
J'ai dressé ma tente sur la plage. Je te les accorde volontiers, mais attention au crabe, Gladys. Un crabe? Tu as bien dit un crabe? Où ça? Tu l'as vu où? Bonne nuit, Gladys, et fais de très beaux rêves. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci et au revoir. À très bientôt pour un nouveau Ça s'explique.